Nous suivons ces derniers jours ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Et nous avions très tôt critiqué le fait qu'il était inacceptable que nous nous placions en face de Kinshasa, à Maluku, des Rwandais, sous prétexte que c'est une société de droit comme non, qui on veut tromper dans ce pays. Est-ce que vous trouvez déjà ce genre de déclarations comme des déclarations normales? Et quand le ministre Bruno et toi évoquent ce qu'il évoque, mais le message, il est clair, il est envoyé aux Congolais. C'est aux Congolais d'y réfléchir. Je sais que vous allez poser la question sur l'opposition. Le message, il est clair. Nous sommes venus là par les armes, nous ne partirons pas, quel qu'en soit le bilan. Lorsque Richard Brunet déclare Tokoti Kate, nous y sommes, nous les serons. Et il dit tant qu'ils n'ont pas fini de développer le Congo, mais vous ne développerez pas le Congo si vous n'êtes pas capable de lutter contre la corruption, si vous n'êtes pas capable de lutter contre des détournements de fonds, si vous ne pouvez pas aller à la répartition équitable de la richesse nationale, vous allez développer quel pays? J'ai entendu le Premier ministre parler de nous attaquer en disant que nous n'avions pas d'espace pour parler à l'Assemblée, etc. Mais ceux qui sont à l'Assemblée, ils font quoi? Ils font quoi pour les Congolais? Il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine, ils ont fait quoi? Les gens s'enrichissent, ils ont fait quoi? Il n'y a pas de lutte contre la corruption, ils font quoi? Un député a dit en pleine séance au niveau de l'Assemblée qu'on avait débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 km. Les députés, ils ont fait quoi? Le directeur général de la CREF a fait une déclaration publique pour dire que le dossier sur les 9 milliards qui avaient disparu en novembre et décembre 2016, qu'il faut que la justice soit rendue. La justice, elle est rendue où? Vous parlez des 14 000 milliards. J'y reviens, M. Christian Perrin. J'y reviens pourquoi? Mais parce que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a fait une déclaration en 2006 dans son message sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en Congrès. Et c'est lui qui a annoncé en 2006 que notre budget dégageait des excédents, que ces excédents seraient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans loi rectificative et qu'en plus, il y aurait un audit chaque année qui serait fait qui sera rendu public pour que les Congolais soient informés. Expliquez-moi pourquoi depuis tout ce temps, il n'y a aucun audit. Expliquez-moi la contradiction qu'il y a entre la position prise par le président de la République et son fils Denis Christel Sassou Nguesso. Et nous disons, dans tous les cas, M. Christian Perrin, il faut bien que nous arrivions un jour à faire cet audit. Parce que l'argent a été déposé dans un compte, dans une banque. Sauf si on détruit la banque centrale. Donc, les éléments peuvent être clairement retrouvés. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Nous sommes bien sûr Teler TV. Aujourd'hui, nous recevons une fois de plus monsieur Clément Mirassa, qui n'est en réalité plus à présenter. C'est le président de la Fédération d'opposition congolaise pour ceux qui le découvrent. Avec lui, nous allons tenter de décrypter l'actualité socio-économique et politique du Congo-Brazzaville. Bonjour, monsieur Clément Mirassa, et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour, Christian. C'est un plaisir pour moi. Alors, bonjour, bonsoir à vous aussi qui venez de nous rejoindre sur Teler TV. Soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Clément Mirassa, nous avons l'actualité congolaise à décrypter, mais nous allons commencer d'abord par votre conférence de presse que vous avez tenue la semaine dernière. Est-ce qu'on peut revenir sur, bien sûr, le contenu? C'était quoi d'abord? C'était sur quoi? Nous sommes extrêmement préoccupés par ce problème de déclaration de patrimoine par tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique.
Vous savez que cette directive émane de la Conférence nationale souveraine. Elle a été appliquée, elle est ressortie dans la Constitution de 1992. Elle n'est pas ressortie dans l'acte fondamental d'octobre 1997, mais elle est ressortie dans la Constitution du 20 janvier 2002. C'est qu'il est dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Le constat qu'on a fait, Christian, c'est que depuis 20 ans, cette disposition constitutionnelle est violée. Et on a mis près de 20 ans pour arriver à l'élaboration et à l'adoption du texte d'application. En 2019, en février, et le décret d'application a été pris en novembre 2019. Malgré tout, ça n'a pas été mis rapidement en exécution. Il faut reconnaître que c'est lors de la présentation du programme d'action gouvernementale par le Premier ministre Anatole Makosso qu'il y a eu le déclic et lui, il avait pris l'engagement de respecter cette disposition constitutionnelle. Malheureusement, il y a eu des difficultés d'interprétation que je ne comprends pas au niveau de la Cour suprême qui est notre plus haute juridiction. Et ça nous pose problème parce que la Constitution dit qu'on doit déclarer lors de la prise de service et l'interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême, c'était qu'on faisait la déclaration 3 mois après la notification par la Cour suprême. Et nous, non contents de ça, nous avons saisi la Cour suprême pour lui dire qu'il fallait qu'elle respecte les dispositions, les lois et règlements de la République. Elle ne l'a pas fait. Nous avons introduit un recours. La Cour constitutionnelle m'a donné raison, pour une fois. La Cour constitutionnelle m'a donné raison. Et ce qui veut dire que aujourd'hui, la démarche de la déclaration de patrimoine est arrêtée parce qu'elle ne se faisait pas conformément à la Constitution. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il faut tout reprendre, c'est cela? Ah ben, il faut tout reprendre parce que personne n'a fait sa déclaration lors de sa prise de fonction. Et ça dure depuis 2002 parce que cette disposition devait être respectée depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2002. Donc, vous voyez bien, avec tout ce qui s'est passé, il y a des personnalités qui ont déjà été nommées, qui ont été rejetées, etc. Et la question est pertinente parce que l'article 12 de cette loi prévoit des sanctions. Et ça, c'est l'une de nos préoccupations parce que nous estimons que le Congo a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. Et chaque fois qu'il y a une niche qu'on peut découvrir, il faut qu'on l'utilise. Alors, donc, nous avons utilisé cette démarche. Malheureusement, Christian, le résultat est préoccupant. Il est préoccupant parce qu'il y a eu, depuis le 25 octobre 2021, en 2021, il y a eu 146 déclarations de patrimoine. Et je suis au regret de dire qu'aucune n'est conforme à la Constitution. Aucune. Mais je pense qu'il y avait, il y a quand même des représailles, non? Lorsque la déclaration n'est pas conforme, que prévoit la loi? La loi prévoit effectivement que vous soyez interpellé par le procureur près la Cour suprême, mais malheureusement, toutes les personnalités, tous les juges de la Cour suprême sont eux-mêmes dans une situation extrêmement difficile. Oui, mais donc on devait tout de même s'attendre à l'interpellation plutôt de tout ce monde-là, les membres du gouvernement, tous ceux qui ont fait la déclaration. Tout ce monde doit être interpellé, puis je souligne un peu. Et frappé par la loi, bien sûr. Et frappé par la loi, tout le monde doit être interpellé. Et je souligne un peu, Christian, pourquoi? Et tu sais pourquoi je souligne, ou tu le devines? Le président de la République n'a pas encore déclaré son patrimoine depuis 2002. Et la loi, justement, cet article 12 de cette loi dit que dans cette situation, vous pouvez perdre le quart de votre patrimoine. Vous vous imaginez? S'il y a des Congolais qui sont milliardaires et qui peuvent perdre le quart de leur fortune,
nous avons intérêt. Oui, ça va rapporter beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, mais est-ce qu'on peut finalement s'attendre que tout ce monde puisse perdre évidemment le quart de leur patrimoine maintenant? Comment faire? Bon, ben, la loi, c'est la loi. J'entends tout le monde dire que personne n'est au-dessus de la loi et que la loi s'applique à tout le monde dans toute sa rigueur. Mais Il il y a faut que ça aussi s'applique. la restauration de l'autorité de l'État. C'est Le, maintenant qu'il faut le, l'appliquer, non? le Premier ministre, dans son programme d'action gouvernementale, a beaucoup insisté sur la restauration à la fois de l'autorité de l'État et de l'État de droit. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un dispositif. Mais ma crainte en fait, c'est que et le président, le premier président de la Cour suprême, et l'avocat général, et le procureur général de la Cour suprême, ils sont eux-mêmes dans cette situation de violation des dispositions. Parce Oui, que, mais est-ce qu'on ne peut pas les démettre, puisqu'ils ont ben, violé la loi? ben, ils ont violé. Ben, si on parle de violation de la loi, Christian, tout le monde est dans une situation de violation de la loi au Congo. Nous avons adressé une lettre ouverte à Monsieur le Premier ministre, dans laquelle non seulement nous avons évoqué la situation d'incompatibilité délicate dans laquelle le président de la République se trouve, mais nous avons également porté à la connaissance du Premier ministre que lui-même, le Premier ministre, n'était pas en conformité avec la loi. Le président du Sénat n'est pas en conformité avec la loi. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas en conformité avec la loi. Et j'ai découvert avec ce problème-là des déclarations de patrimoine que les membres de la Cour constitutionnelle, donc l'une des plus hautes juridictions en matière constitutionnelle, ils ne sont pas en conformité avec la loi. C'est pour ça, Christian. Donc, on est dans un pays, pardon, monsieur Clément Miras, on est dans un pays tenu par les hors-la-loi, c'est ça, c'est ce que je semble comprendre. C'est pour ça que j'ai toujours dit, lorsque le gouvernement s'était réuni pour dire qu'il y avait 5 crises majeures à résorber au Congo, nous avons réagi en disant ils ont oublié la crise politique et la crise électorale et que la crise politique doit être résolue avant qu'on ne regarde toutes les autres crises et nous en sommes là. En fait, Monsieur Christian Perrin, c'est une question pertinente parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, j'ai déjà constaté que le Parti congolais du travail n'était pas en conformité avec la loi, mais c'est eux qui excluent les autres sur la base de l'intolérance en disant que eux ils sont conformes alors qu'ils ne le sont pas. Mais aujourd'hui, le drame du pays, c'est qu'aucune institution, aucun acteur politique et plusieurs partis politiques ne sont en conformité avec la loi. Monsieur Clément Mirassa, croyez-vous en la justice congolaise? Moi, j'ai toujours considéré que c'est une justice à deux vitesses. Elle s'acharne beaucoup sur les opposants. J'ai déjà subi une intervention musclée chez moi parce que quand on parle du pouvoir, etc., vous voyez un peu ce que le sort que subit Jean-Marie Michel Moukoko et Andro Kombi-Sadissa. Et je crois que vous avez subi une vidéo terrible qui met les gens un peu dans l'état d'esprit, une vidéo réalisée par Denis Christelle Sassou Nguesso qui déclare franchement devant un auditoire, un aéropage, je crois, des cadres oui, devant caméra, voilà. On ne devrait pas envoyer en prison les gens qui ont volé. Et on comprend mieux pourquoi il y a ce silence devant les nombreux crimes économiques et financiers. Et c'est une situation, une vision, à mon avis, qui est paradoxale. Parce que vous avez des gens qui vous disent le programme, c'est en marche, c'est-à-dire en marche pour le développement. Et en même temps, ils sont dans une démarche d'autodestruction parce que le développement ne peut pas être toléré avec la corruption, avec les détournements de fonds et avec tout ce que vous savez. Et donc, on peut comprendre par la déclaration de Denis Christelle Sassou Nguesso, puisque vous le rappelez, qui dit le Congo qu'il veut, lui, c'est un Congo où on n'arrête pas les gens, on ne met pas les gens en prison, un Congo où on ne recherche pas les 14 000 milliards qui ont disparu. Est-ce qu'on peut penser que finalement, c'est une déclaration officielle d'un état de non-droit? Bon, je pense que c'est ce que nous vivons, c'est Christian Perret. Regardez, j'espère qu'on va en parler. Regardez ce qui vient de se passer avec le député Ghislain Millet-Galibali, soi-disant pour un faux diplôme. C'est l'un des dossiers, Christian, c'est l'un des dossiers
dont l'exploitation a été très rapide dans ce pays. Ce problème est sorti dans le Troubadour en mars 2022 et en mai, le verdict était donné. 30 ans de travaux forcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une justice où les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers pensent qu'on ne doit pas les poursuivre parce que ce n'est pas la vision du Congo. Mais pour le faux diplôme, vous pouvez être condamné à 30 ans de travaux forcés. Et vous découvrez maintenant que c'est véritablement une justice à deux vitesses. Pourquoi? Mais parce que les faux diplômes au Congo, ça foisonne. Et aujourd'hui, on attend le pouvoir sur la manière dont il va régler ce problème de faux diplômes. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est un problème qui est terminé. Et j'évoque… Oui, mais évidemment, M. Clément Mirassa, pour autant, on ne doit pas non plus encourager les faux diplômes ou tous ceux qui trichent à tout niveau. Mais est-ce que vous ne pensez pas, comme le disait quelqu'un d'ailleurs, que finalement la justice au Congo-Brazzaville, elle est faite pour régler les comptes et non pour dire le droit? Dans le cas précis de Ghislain Niengalibali, je pense que c'est un règlement de compte. Pourquoi je le dis, Christian? Monsieur Villard, un Canadien, qui a été directeur général du CHI, a fait le point, le recensement des agents et cadres du CHI à un moment donné. Il a révélé à toute la presse, il a révélé à tout le peuple congolais qu'au CHI, il y avait 250 médecins et infirmiers qui avaient des faux diplômes. Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Mais il s'agit des gens qui s'occupent de notre corps. Il s'agit des gens qui nous opèrent. Il s'agit des gens qui font des diagnostics sur un domaine qui nous préoccupe, qui est extrêmement sensible. Absolument rien n'a été fait. Le jeune ministre de l'enseignement technique et professionnel qui se bat, qui lutte contre la fraude, dans le cadre du bac, session 2022, a découvert près de 100 cas, de faux diplômes. Et c'est passé. Des notes de service ont été prises, mais qu'est-ce qu'on fait? Je croyais que l'attitude qu'on avait prise, on ne doit pas favoriser les faux diplômes. Au contraire, il faut poursuivre en termes d'antivaleurs et essayer de briser tous les cercles où on conçoit des faux diplômes, etc. Mais il faut que ça se fasse pour tout le monde. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo. Oui, mais pendant que vous parlez de l'OTAN, je vais rebondir sur la santé. Je reviens d'abord sur la santé, puisqu'on parle déjà des faux diplômes. Vous avez dit 250 agents qui avaient présenté des faux diplômes, mais il y a aussi l'argent qui a été dilapidé, c'est des milliards que M. Villard est parti avec. On voit là, ça relance donc la question sur la santé au Congo-Brazzaville. Vous avez probablement suivi, comme tout le monde d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, un patient qui a été déclaré mort par les médecins. Ça se passe, je crois, à l'hôpital de Talanga. Et quand on amène le patient à la morgue, faute de casier vide, évidemment, le temps juste d'attendre qu'un casier se libère, le monsieur reprend vie. Est-ce que ici, on n'a pas finalement affaire à ces médecins-là dont on parle, qui sont recrutés d'ailleurs sur la base des relations familiales, qui présentent parfois des faux diplômes, une situation qu'on n'a pas combattue malgré qu'elle a été révélée, comme vous l'avez dit, par le Canadien? Est-ce qu'ici, ça ne pose pas tout le problème, évidemment, de ce personnel qui, en réalité, n'est pas qualifié? Et vous, au niveau de l'opposition, quelle interprétation donnez-vous à ce genre de pratique où on traite, comme vous l'avez dit, pourtant la médecine, c'est notre corps à nous. C'est des gens qui s'occupent de nous. Mais apparemment, il y a une légèreté dans nos hôpitaux au point d'assister à de telles situations, bien entendu, où les médecins disent de quelqu'un qu'il est mort. Donc, on n'a même pas pris la température, ni le pouls, on n'a rien vérifié. De tout cela, on dit qu'il faut l'amener à la morgue. Vous, au niveau de l'opposition, quelle interprétation faites-vous de ce genre de situation par rapport au système de santé que nous avons aujourd'hui? Non, l'interprétation se résume en une phrase simple que j'ai déjà pris, que j'ai déjà énoncée et que je ne cesse de renoncer à chaque fois que j'en ai l'occasion. Christian, le pays va mal, il va très mal. Là, vous avez le cas que vous citez. Il s'agissait de quoi? Ben, on a failli perdre une vie humaine. Donc, quelqu'un
qui n'était pas mort. Donc, on aurait pu, si on avait... Oui, là encore, c'est un cas qui a été rattrapé, mais on le sait qu'il beaucoup meurent dans ces mêmes conditions-là. C'est un cas qui a été rattrapé. Mais M. Christian Pellet, qu'est-ce qui devait se faire? Il devait se faire ce qui s'est fait dans le cas de Ghislaine Ndiaye-Coulibaly. C'est-à-dire qu'une enquête doit être menée. Il y a quand même des responsabilités qui doivent être établies. Il faut que l'on sorte de cette impunité. Sinon, nous sommes dans une marche, pas vers le développement, mais une marche vers l'autodestruction du pays. Imaginez-vous. Moi, j'avoue, Christian, aujourd'hui, j'aurais peur d'aller, sauf si je connais très bien la qualification de la personne qui va me recevoir, mais j'aurais peur d'aller au CHU parce que je ne saurais pas si la personne qui est en face de moi fait partie de ces 250 médecins et infirmiers qui ont des faux diplômes et qui peuvent me charcuter n'importe comment, ce qui fait que la mort... Les 250, il faut dire, là encore, c'est au CHU. Probablement qu'il y en a beaucoup plus ailleurs. C'est au CHU. Mais quand on prend toute la fonction publique, j'ai lu justement ces fameux problèmes de faux diplômes. J'ai lu une publication de notre frère et ami Marion Michel Mandimba. Qu'est-ce qu'il nous a révélé, Marion Michel Mandimba? Il nous a dit que lorsqu'il était directeur de cabinet du défunt de Kounjou Iti Otetumba au ministère de la Défense, qu'une enquête avait été lancée et qu'à mi-parcours, on avait décelé 300 cas de faux diplômes, tout grade confondus. Mais c'était à mi-parcours. Mais lorsqu'ils ont fait le point à mi-parcours, la conséquence a été quoi? On leur a demandé d'arrêter l'enquête et de remettre toute la documentation. Ça veut dire que nous sommes en train d'agir et d'avancer dans le cadre de l'autodestruction. Donc, si j'ai bien compris, alors le gouvernement congolais, s'il faut parler ainsi, venait de se rendre compte qu'il n'avait que trop de faux diplômes et au risque même de se faire rattraper soi-même, alors il fallait carrément arrêter cette enquête. Ça, c'est en 1999. Mais aujourd'hui, le cas de Ghislaine Ndiaye-Coulibaly interpelle. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 15 de la Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Personne ne doit être avantagé ou défavorisé par rapport à un autre, par rapport à sa condition physique et politique, etc. Donc aujourd'hui, le message que moi j'ai compris et que je soutiens dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, c'est qu'il faut qu'on ait la détermination. Mais je suis choqué. Pourquoi, Monsieur Christian Pellet? Regardez, quand il y a eu ce problème important qui nous a préoccupés tous de la COVID-19 au plan de la santé, qu'est-ce qui s'est passé? Sans que ça ne passe par un collectif budgétaire, le gouvernement congolais a trouvé près de 4 milliards 500 millions pour une opération coup de poing santé. Aujourd'hui, on parle, avec la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires, on parle d'un plan de résilience qui coûterait, qui n'est pas encore passé au Conseil des ministres, je ne vais pas discuter, j'attendais que ça passe et je vais donner mon avis là-dessus, 146 milliards. Mais monsieur Christian Pellet, il faut m'expliquer un peu la logique qu'on a dans ce pays. Comment on ne peut pas débloquer de l'argent pour lutter contre les antivaleurs, pour lutter contre la corruption, tout en sachant que dans des pays comme l'Angola, je reviens souvent là-dessus, en 2019, l'Angola a récupéré 5 milliards de dollars pour la lutte contre la corruption. En 2022, l'Angola a récupéré 11 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, qui est un grand pays pétrolier, qui a beaucoup de réserves pétrolières, a lancé il y a quelques années une opération anticorruption. Ils ont pu récupérer 100 millions d'euros. Imaginez ce que ça représente. Pourquoi au Congo, il est difficile de dégager de l'argent, tout en sachant que cet argent qui sera dégagé fera rentrer dans les caisses de l'État de l'argent qui va permettre de relever les défis sociaux, les défis économiques, les défis financiers, etc. Donc, nous avons véritablement un problème là-dessus.
Et il faut toujours… Et on peut tout de même penser que finalement, c'est un problème de volonté politique. On ne veut pas que le Congo puisse s'émerger, on ne veut pas que le Congo puisse s'en sortir, parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous êtes en train de parler là de la récupération des fonds détournés dans les autres pays. Au Congo-Brazzaville, nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui se retrouve dans, disons, les comptes privés des dignitaires du Congo-Brazzaville. Tout le temps, nous revenons toujours sur cette situation aussi de 14 000 milliards qui se retrouvent entre les mains de Denis Sassou Nguesso et son fils. Et ça, il faut toujours le préciser. Et de l'autre côté, nous avons 5 500 milliards détenus par 6 dignitaires de ce pouvoir, parmi lesquels Jean-Bruno Itoa, M. Denis Christel Sassou Nguesso et dernièrement, curieusement, on entend dire, M. Bruno Itoa, qu'ils ne partiront pas. En substance, ce qu'il a voulu dire aux Congolais, que nous ne quitterons pas le pouvoir tant que nous ne finirons pas notre travail. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Tokotika pété. Tant qu'on n'a pas fini, Tokotika a pété. Alors, il dit le travail, il doit finir le travail. Certainement qu'ils ont un programme à terminer avant de partir. Mais on se rend compte que dans le même temps, ce sont ceux-là, des fossoyeurs en fait, qui détournent, mais vraiment des milliards, beaucoup d'argent qu'ils ont pris de l'État congolais, mais ils peuvent se permettre devant caméra pour dire aux Congolais, nous ne partirons pas. Comment avez-vous perçu ce message de Jean-Bruno Itoa? Comment est-ce que Clément Mirassa s'est senti le jour où il a suivi le procès du général Dabira et où il a entendu un épisode où l'on parlait de l'avenir des Mbouchi? Pas de l'avenir des Congolais, mais de l'avenir des Mbouchi. Comment nous nous sommes sentis? Comment Clément Mirassa s'est senti en suivant la vidéo de Denis Christel Sassou Nguesso, qui estime que les Congolais, ils ont la manie de réclamer que les gens qui ont volé, qui ont détourné, aillent en prison. Est-ce que vous trouvez déjà ce genre de déclarations comme des déclarations normales? Et quand le ministre Bruno Itoa évoque ce qu'il évoque, mais le message, il est clair, il est envoyé aux Congolais. C'est aux Congolais d'y réfléchir. Je sais que vous allez poser la question sur l'opposition. Le message, il est clair. Nous sommes venus là par les armes, nous ne partirons pas, quel qu'en soit le bilan. C'est le message qui est envoyé. Moi, j'aurais bien voulu entendre certaines personnalités, comme le ministre Bruno Itoa, etc., et essayer d'expliquer aux Congolais si les informations qui sont sorties sur les Panama Papers sont vraies ou fausses, ou bien porter plainte contre ce consortium des journalistes. Non, ce n'est pas ça. Donc, la situation aujourd'hui, M. Christian Ferrer, elle est claire. On va à une élection là. Lorsqu'on y va, est-ce qu'il y aura des débats sur ces problèmes? Est-ce qu'on va évoquer ça? Les gens même trouvaient que c'est un coup de chance que j'ai eu, que je puisse avoir raison sur mon recours. Sinon, ça aurait pu être le silence et sinon le refus. On aurait pu déclarer le recours irrecevable. C'est pour ça que nous essayons de travailler la conscience des Congolais. Nous les interpellons. Mais nous, M. Christian Ferrer, et je dois le dire clairement, nous ne sommes pas dans une vision guerrière. C'est pour ça que nous nous battons. Pour qu'il y ait des oui, mais si on n'est pas dans la vision, comme vous avez dit, sur la vision guerrière, non, personne ne vous le demande, mais il y a quelque part aussi l'insurrection populaire, c'est une arme politique reconnue par la Constitution congolaise. On ne vous demande pas de prendre les armes ou d'appliquer la force, non, mais il y a d'autres éléments. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des armes politiques que vous pouvez vous servir. Parce que là, c'en est trop. On commence maintenant à observer une arrogance, un mépris d'ailleurs affiché à Bruno Itoa qui vient dire devant caméra que nous ne partirons pas. Et vous l'avez même dit, en fait, en substance, on peut comprendre cela comme étant nous sommes ici parce que nous avons pris les armes et nous ne partirons pas tant que nous n'avons pas fini notre travail. Mais est-ce que là, ce n'est pas non plus aussi parce qu'ils pensent, je préfère dire ça comme ça, parce qu'ils penseraient
que l'opposition congolaise est tellement faible qu'elle ne fera rien. Monsieur Christian Perret, j'en ris, j'en rigole. C'est vrai, on peut tout dire sur l'opposition congolaise. Mais moi, je ne partage pas cet avis. Parce que si l'opposition congolaise était aussi faible que ça, on ne garderait pas aussi longtemps que ça Jean-Marie Michel Moukoko et André Okondi-Salisa en prison. Je vous le dis. Regardez quand je prends ce problème. Regardez ce qui s'est passé dans le coup. Vous avez vu le bilan, vous avez vu le nombre de morts, vous avez vu tout ce qui s'est passé, qui m'a conforté dans la vision que moi, les armes, je n'en veux pas du tout. Mais la finalité, finalement, était quoi? La finalité, c'est que le gouvernement a retiré tous les mandats d'arrêt internationaux qui avaient été lancés contre des responsables comme le pasteur Ntoumi. Donc, à mon avis, il faut qu'on agisse, et ça c'est mon point de vue, qu'on agisse pour que les Congolais prennent conscience de la situation. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a pu avoir 1000, 2000 milliards, pas parce qu'il a fait des prouesses, on l'aurait admiré, mais parce qu'il a puisé dans les caisses de l'État, qui peut se permettre de faire une vidéo pour qualifier ceux qui veulent qu'on respecte les textes, ceux qui veulent que ces gens-là soient en prison parce que leur place, c'est en prison, de jaloux. Est-ce que vous trouvez ça normal avec cette inégalité de chance? Et ce sont ces personnalités qui se battent pour accéder au pouvoir. Avec quelle vision? Et la vision de l'autodestruction du Congo. Monsieur Christian Perret, vous suivez les débats qui se passent aujourd'hui entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Vous savez ce qui m'a choqué dans ces débats et pour la chose pour laquelle les Congolais devraient accorder une attention toute particulière. C'est la déclaration du prince Charles. Le prince Charles, au niveau de la royauté britannique, qui est consterné par ce qui était en train de se passer. Et nous, entre-temps, nous avons signé des accords en se disant certainement, nous sommes là, nous ferons ce que nous voulons. Et sur ces accords, aucun Congolais ne sait exactement de quoi il s'agit. J'apprends sur les réseaux sociaux qu'il y a déjà eu remise des titres fonciers. Donc, il y a eu véritablement vente des terres, etc. Donc, il y a tout un débat. Mais il faut que en face de nous. Et voilà pourquoi moi j'étais en train de vous poser la question, est-ce que n'est-ce pas qu'ils font tout ça parce qu'ils se disent que l'opposition congolaise en réalité n'existe plus, sinon qu'elle est très faible. Parce qu'il y a un principe où on dit, si vous voulez connaître une population, si vous voulez connaître un peuple, il faut connaître son prince. Si vous voulez connaître le prince, il faut connaître le peuple. On se rend compte qu'ici, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, lorsqu'on suit par exemple Denis Christel Sassou Nguesso qui qualifie de jaloux ceux qui dénoncent les injustices, les détournements, toutes ces malversations sont pris pour des jaloux, pour des haineux, puisqu'il y a d'autres aussi qui le disent. C'est de la haine que de vouloir dénoncer toutes ces dérives totalitaires. Alors, plus loin, il veut d'un Congo où on n'arrête personne, c'est-à-dire les gens ont volé, laissez-les voler, laissez-les détourner, ils n'iront jamais en prison. Ce ne serait pas en disant, bon, le Congo sera mieux demain parce qu'on a mis les gens qui ont détourné l'argent en prison. Non, ma conception est plutôt la suivante. Essayons, à partir de ce que nous constatons, que chacun de nous apporte sa contribution, sa connaissance, son expertise, son savoir-faire pour que ce qui s'est mal fait hier, en réalité, soit corrigé. Pourtant, il y en a, quand on parle avec eux, qui ont des compétences à faire valoir. On se demande qu'est-ce qu'ils font à Paris, en train de critiquer sur les réseaux sociaux l'action du gouvernement. La critique permanente, la calomnie, j'en ai parlé tout à l'heure, la délation, l'esprit de jalousie, tout ça ne fera pas avancer le Congo. Donc, monsieur, je suis tout de même au regret de vous dire que le Congo que je veux demain ne passe pas nécessairement par le fait de mettre en prison ceux qui auraient détourné les fonds des générations futures et autres. Ce même monsieur, on a rappelé tout à l'heure, est parmi ceux-là qui ont dilapidé les milliards du contribuable congolais.
mais qui sont là, qui courent encore tranquillement, librement, ils sont partout. Ils ne s'inquiètent de rien. Je pense qu'il y a un problème parce qu'à côté d'un pouvoir, c'est l'opposition. Et les Congolais vous regardent, vous, à votre niveau. Est-ce que vous ne vous reprochez pas aussi d'être responsable quelque part de ces pratiques-là? Monsieur Christian Perrin, en ce qui nous concerne, nous faisons le travail de prise de conscience. Et je suis heureux que vous nous y avez aidés, parce que je dois vous dire que la Télé TV nous a aidés à ce qu'il y ait une réelle prise de conscience. Mais nous sommes dans un contexte tout à fait précis. Nous sommes dans un contexte tout à fait précis. Quand on parle de l'opposition, il faut dire que l'opposition congolaise est plurielle. Donc, nous avons des avis. Vous avez, par exemple, ceux qui, aujourd'hui, sont partants pour les élections. Nous, on dit qu'on ne peut pas partir. Donc, au niveau de l'unité du rassemblement, si on parle de l'opposition, il faut alors parler d'une partie de l'opposition qui essaie d'agir pour prendre conscience. J'ai entendu le Premier ministre parler nous attaquer en disant que nous n'avions pas d'espace pour parler à l'Assemblée, etc. Mais ceux qui sont à l'Assemblée, ils font quoi? Ils font quoi pour les Congolais? Il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine, ils ont fait quoi? Les gens s'enrichissent, ils ont fait quoi? Il n'y a pas de lutte contre la corruption, ils font quoi? Un député a dit en pleine séance au niveau de l'Assemblée qu'on avait débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 km. Les députés, ils ont fait quoi? Le directeur général de la CREF a fait une déclaration publique pour dire que le dossier sur les 9 milliards qui avaient disparu en novembre et décembre 2016, qu'il faut que la justice soit rendue. La justice, elle est rendue où? Vous parlez des 14 000 milliards. J'y reviens, monsieur Christian Perrin. J'y reviens pourquoi? Mais parce que le président de la République, monsieur Denis Sassou Nguesso, a fait une déclaration en 2006 dans son message sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en Congrès. Et c'est lui qui a annoncé en 2006 que notre budget dégageait des excédents, que ces excédents seraient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne sortirait de ce compte sans loi rectificative et qu'en plus, il y aurait un audit chaque année qui serait fait qui sera rendu public pour que les Congolais soient informés. Expliquez-moi pourquoi depuis tout ce temps, il n'y a aucun audit. Expliquez-moi la contradiction qu'il y a entre la position prise par le président de la République et son fils Denis Sassou Nguesso. Et nous disons, dans tous les cas, monsieur Christian Perrin, il faut bien que nous arrivions un jour à faire cet audit. Parce que l'argent a été déposé dans un compte, dans une banque. Sauf si on détruit la banque centrale. Donc, les éléments peuvent être clairement retrouvés. Maintenant, il faut qu'on se le dise franchement. Beaucoup de Congolais, et nous qui sommes au contact avec eux, beaucoup de Congolais, Christian, ne sont pas encore prêts à sortir dans la rue pour une manifestation populaire. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire. Je n'ai pas tenté encore en tant que président de l'opposition congolaise de faire cette manifestation. Mais avec Claudine Minari, quand elle était présente, nous avons fait ce genre de déclaration. Mais les Congolais, quand ils nous ont vu passer, ils étaient quoi? Ils étaient plutôt des observateurs sur les trottoirs. Et vous savez. Oui, mais peut-être parce que vous ne les avez pas convaincus, peut-être que le message n'était pas bien passé. Il faut plutôt reprendre, si je peux dire ça comme ça, parce que nous allons quand même nous rappeler, en 2015, on a vu les Congolais dehors, ils sont sortis, ils étaient en masse, ils étaient déterminés à en découdre. Donc, on ne peut pas dire que les Congolais ne sont pas prêts d'aller dans la rue. C'est peut-être qu'à votre niveau aussi, il faut peut-être changer de discours, il faut changer la manière de les aborder. Je note ce que tu dis. J'ai même suivi une vidéo où un compatriote, Roland Nitou, a souhaité que j'aille sur la place publique lancer un appel pour qu'il y ait un vaste rassemblement. Oui, mais ça veut dire, en fait, sur ce qu'on dit, ça veut dire que le travail de prise de conscience de l'opposition doit se poursuivre. Il doit avoir une meilleure complicité et une bonne compréhension entre nous et la population. Parce que n'oubliez pas que nous aussi, nous avons des leçons à tirer.
Paulin Makaya a purgé 3 ans de prison après avoir été dans une manifestation, alors que sous d'autres cieux, il y en avait d'autres qui avaient manifesté, ils n'ont absolument rien eu. Et vous savez quelle est la condition de l'opposant, sinon de l'opposition au niveau du Congo. Nous ne désarmons pas puisque nous continuons. Le fait même, vous savez, M. Christian Pérez, le fait même de faire des émissions de ce type-là que nous faisons avec vous, il y a des gens qui estiment que nous osons, mais nous n'osons pas, nous sommes dans nos droits. Donc, il faut expliquer aux Congolais que même manifester de façon pacifique, parce que généralement, quand on cherche à faire une manifestation, on saisit les autorités pour que cette manifestation soit encadrée. Vous avez vu, je crois, je rappelle, une fois la société civile a lancé un appel à écrire aux autorités, a lancé un appel s'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko, quand il avait des problèmes de santé. Vous avez vu le dispositif qui avait été déployé dans toute la ville de Brazzaville. Vous avez vu le lanceur d'alerte Alain Delon, le jeune Alain Delon, quand il a parlé du problème de l'électricité, qui est un problème qui est connu par tout le monde. Vous avez vu le dispositif que vous avez. Donc, il faut que la prise de conscience soit grande, que nous expliquons également aux gouvernants que la manifestation, elle est reconnue par la loi. Elle est reconnue par la loi, elle doit être encadrée par la force publique, elle doit nous permettre de nous exprimer. La Libye qu'ils utilisaient lors de l'élection présidentielle de 2021, avec Paulin Makaya, nous avons écrit au préfet pour lui dire qu'on voulait faire un meeting et il nous répond qu'on n'est pas en conformité avec la loi. Mais d'abord, c'est faux. Hein? 2, le PCP n'est pas en conformité avec la loi. D'où vient que, c'est donc la vision qui est traduite. C'est un pays, de toute façon, vous l'avez dit, c'est un pays où personne ne respecte la loi, tout le monde donc voilà un peu la situation, M. Christian Pérez. Mais je pense qu'il faut que les Congolais comprennent, il faut que les opposants comprennent que notre vision à nous, c'est d'aller vers un changement de façon pacifique à travers des élections libres, démocratiques et transparentes. Et que pour ça, il faut que la possibilité nous soit donnée pour que nous manifestons, pour que nous soyons en contact. Et aujourd'hui, tout le monde, personne dans ce pays, maintenant, moi, j'ai fait le point en faisant le travail sur la déclaration de patrimoine. Aucun gouvernant, aucune institution, pratiquement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs politiques, notamment ceux qui ont été élus ou nommés à une fonction publique, qui soient en conformité avec la loi. Alors, pourquoi y compris le Premier ministre lui-même. Mais alors, la suite, ça sera quoi donc? Est-ce qu'il s'agira de les traduire en justice, la suite de votre procédure, bien entendu? Aujourd'hui, on a reconnu que finalement, ils n'ont pas respecté la loi et normalement, ils devraient être, ils sont passibles des peines de condamnation. Bon, il y a d'abord une première suite concernant les élections, M. Christian Pérez. Vous parlez de la suite de mon analyse. S'agissant de l'élection, le constat que nous avons fait et la réflexion que nous avons faite nous a permis de constater quoi? La Cour suprême n'est pas en conformité avec la loi. Parce que les juges de la Cour suprême, avant d'entrer en fonction, prêtent le serment de respecter la Constitution. Ce qu'ils ne font pas. Et on a pu donner la démonstration qu'ils ne le font pas. Mais dans cette Cour suprême, le premier président, ce que nous avons souvent critiqué, le premier président de la Cour suprême est président de la Commission nationale électorale. Au Congo, on l'a prêté indépendante, mais pour moi, elle n'est pas indépendante. Donc, vous voyez bien que au niveau des élections, la commission… Vous parlez là de M. Bouka, qui est toujours là depuis… voilà, Monsieur Henri Bouka n'est pas en conformité avec la loi. Et si les gens en doutent, je dis, prenez la loi sur la déclaration du patrimoine. Monsieur Bouka est en fonction vice-président de la Cour suprême depuis de nombreuses années. Après, depuis 2007, il est président de la Commission nationale électorale. À tous ses postes, il aurait dû déclarer le patrimoine, etc. Et quand il a cessé d'être vice-président, pour passer président, il n'a pas fait également de déclaration de patrimoine. Et dans la déclaration qu'il a faite de patrimoine, puisque j'ai les récépissés que j'ai pu tirer du journal officiel, Monsieur Henri Bouka a fait sa déclaration de patrimoine
en déclarant qu'il a pris ses fonctions en mars 2018. Et il fait sa déclaration de patrimoine le 25 octobre 2021. Vous savez bien qu'en termes de patrimoine, ce délai est un délai qu'on ne peut pas du tout ignorer. Donc, vous avez déjà ce premier constat. Le deuxième constat, également, que les Congolais doivent savoir, aucun juge de la Cour constitutionnelle, aucun membre de la Cour constitutionnelle n'est en conformité avec la loi. Par rapport à la réflexion que nous avons faite, il y a eu le président de la Cour constitutionnelle qui a fait une déclaration de patrimoine au-delà des délais prescrits par la loi, mais qui en plus a eu la faiblesse de ne pas indiquer la date de prise de fonction, ce qui pose énorme. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle qui a la mission de jouer un rôle important dans les contentieux nés des élections législatives, n'est elle-même pas en conformité avec la loi. Donc, tout ce qui se fait… Alors, donc, on peut conclure que finalement, le Congo-Brazzaville n'est pas une république, comme disait quelqu'un. La république n'est plus, disons, a quitté le Congo-Brazzaville parce qu'une république, c'est le respect des lois et règlements de la république. Or, là, on se rend compte qu'aucune loi, et même pas la Constitution, n'est respectée au Congo-Brazzaville. Et donc, tout cela, oui, on va continuer à en parler, on va commenter, mais ce sera quoi? La suite, c'est quoi? Parce que moi, c'est ça le problème. Comment mettre terme à ces situations-là qui, aujourd'hui, en réalité, déshonorent même le Congo-Brazzaville parce que, vous savez, et tout le monde le sait aujourd'hui, que nous sommes à l'ère de la communication où tout ce qui se fait est connu et su de tout le monde à la seconde qui va suivre. Donc, tout ce qui se fait au Congo est vu partout dans le monde. Mais on a maintenant l'impression que le Congo a cessé d'exister. Donc, tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Parce que l'urgence est déjà là. Il faut arrêter avant qu'il ne soit mais vraiment trop tard. Oui, j'en profite pour apporter quelques réponses. Lorsque le Premier ministre a fait son émission spéciale avec 3 journalistes, il s'est permis de poser la question, à dire des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. En tout cas, je dis déjà qu'il est faux que le Premier ministre ait dit que les partis qui ont pris part à la concertation de Wando sont des partis réguliers, puisqu'il y a déjà le PCT qui était là-dedans et que le PCT et lui-même, le Premier ministre, ne sont pas en conformité avec la loi, sur une base d'une approche juridique. Le Premier ministre s'est posé la question de savoir dans ce pays qui est démocrate et qui n'est pas démocrate. Mais je crois que la déclaration du président Sassou en 1992 lui donne la réponse avant que je n'évoque l'approche faite par le président Laurent Gbagbo. Le président Sassou avait dit quoi? Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et en 2020, il dit, les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais à tous les niveaux, nous sommes dans l'anticonstitutionnalité. Et pour appuyer ce que j'ai dit sur la base de la déclaration du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo dit simplement la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit. Oui, mais est-ce qu'on peut penser que M. Colline Makosso ne connaît-il pas l'indice de démocratie du Congo? Est-ce qu'il ignore ça? Et pourquoi on veut faire semblant? Quand j'ai lu son programme d'action gouvernementale, je crois que lorsqu'il parle de la restauration de l'autorité de l'État et de l'État de droit, je crois que les choses sont claires, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Mais j'en viens à la question essentielle qui m'a été posée, qui est celle de savoir, après ça, qu'est-ce que l'on fait? Monsieur Christian Perrin, nous avons déjà dit, et nous redisons, qu'il faut sortir le Congo de la grave crise politique dans laquelle il est plongé aujourd'hui. Et notre proposition, elle est simple. Nous disons, allons à la décrispation de la situation politique par la libération des prisonniers politiques, allons à un dialogue national inclusif. Il y a des amis qui disent, ce n'est pas ça la solution, le pouvoir ne l'acceptera pas. Mais imaginez, M. Christian Perrin, nous allons être dans l'anticonstitutionnalité, puisque mon recours a permis
de bloquer la démarche des déclarations de patrimoine. Ils vont aller aux élections. Comment le nouveau bureau, le nouveau président sera s'il n'est pas dès l'entrée en fonction dans l'anticonstitutionnalité. Maintenant, pour le reste, nous sommes là. C'est aux Congolais d'apprécier. C'est aux Congolais de nous faire un certain nombre de propositions, mais des propositions auxquelles nous tous, nous serons consentants et on va avancer. Je suis évidemment, ne vous en faites pas, les Congolais vous suivent, ils vous comprennent, ils vont vous faire des propositions. On va donc, oui, apparemment, vous avez quelque chose à ajouter, c'est cela? Non, j'attends votre question. Alors, on va donc revenir sur le bilan dressé par Anatole Koliné-Makosso, le Premier ministre congolais, qui pense que, bon, le bilan est globalement positif, qu'on a toujours dit au Congo. Alors, il y a quelques axes que nous allons donc privilégier aujourd'hui. On va commencer par l'emploi. Il dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus pour essayer de relancer un peu les recrutements. Mais je vais rappeler que depuis son programme de Nouvelle Espérance, nous sommes là dans les années, je crois, 2002 jusqu'à 2009, Denis Sassou Nguesso promettait 42 000 emplois par année, chaque année, depuis 2002. Après, bon, là aussi, on a suivi, je crois, c'était son discours sur l'état de la nation, 2019, où il avait promis 2000 emplois. Donc, on devait normalement intégrer 2000 enseignants qui sortaient donc de l'école normale. Je ne sais pas ce qu'est devenu cette décision parce que c'était prévu pour 2020, c'est-à-dire il avait bien dit en 2020, on devrait employer, donc intégrer les 2000 enseignants. Mais il se trouve aussi qu'au Congo-Brazzaville, il y a un déficit de 20 000 enseignants. Anatole Koliné dit qu'ils sont en train de regarder comment relancer la politique de l'emploi. Est-ce qu'on peut le croire? Monsieur Christian Perrin, parlons d'abord, ayons une appréciation du bilan global du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Je crois qu'aujourd'hui, tous les Congolais se sont rendus compte que et le Premier ministre et son gouvernement, ils excellent dans les séminaires, dans les forums, dans un certain nombre de choses, alors que la condition du Congolais est extrêmement préoccupante. Je vais vous donner quelques informations, peut-être que M. Koliné-Makosso sera un peu rassuré. Je prends les projections faites par la Banque et par le Fonds monétaire international en avril 2022. En 2019, notre croissance était de 0,4%. Donc, nous étions en récession. En 2020, la récession était de moins 8,1%. En 2021, la récession a quand même baissé et on a eu moins 0,2%. Et on projette pour 2022 une croissance de 2,4% et une de 2,7% en 2023. 2023 devient intéressant. Pourquoi, monsieur Christian Perrin? Parce que la croissance devient légèrement supérieure à notre taux de croissance démographique qui est de 2,6%. Et ensuite, nous sommes très en deçà de ça, des recommandations qui sont faites au plan international pour que nous nous réjouissons de notre croissance et que cette croissance nous amène des développements. Il faut que nous arrivions à réaliser, comme le Sénégal le fait, comme la Côte d'Ivoire le fait, une croissance durable de près de 7 à 8%. Donc, vous voyez bien que nous sommes en bas. Maintenant, de façon générale, avant d'aborder le problème de l'emploi, Monsieur Christian Perrin, ce gouvernement a échoué. Pourquoi? Et il va continuer d'échouer. Déjà, à peine 100 jours, il a déjà échoué. Parce que ce gouvernement, dans sa philosophie, protège ceux qui se sont enrichis. Alors que c'est là qu'il faut puiser l'argent pour régler la condition du Congolais. Je vous ai parlé de l'Angola, je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite. Au Congo, qu'est-ce qui se fait? Mais c'est bien le président Denis Sassou Nguesso qui a déclaré en 2009 que le Congo n'était pas, hélas, exempt de corruption, de détournement de fonds, de fraude, de concussion et autres. Et vous pensez que nous allons évoluer tout en acceptant cette situation? Et je suis peiné, Monsieur Christian Perrin, d'entendre les gouvernants congolais, notamment le Premier ministre, se réjouir
d'avoir pu obtenir le programme avec le Fonds monétaire qui permet qu'on injecte 455 millions de dollars sur 3 ans, au lieu de rechercher l'argent qui a été dilapidé du trésor public. On fait comment? Les grands scandales économiques et financiers, on fait quoi? Il approuve la thèse de Denis Christian Sassou Nguesso, le gouvernement de Colonel Makosso approuve telle thèse. Maintenant, vous parlez de l'emploi. Mais il ne faut pas avoir la vision restrictive de ne voir l'emploi qu'à travers la fonction publique. Vous savez bien que cette fonction publique, au-delà du fait que les faux diplômes foisonnent là-dedans, mais elle est jugée comme pléthorique. Et le Premier ministre Colonel Makosso n'arrive pas, je vous dis, n'arrive pas à faire partir des retraités, des gens qui ont atteint l'âge de la retraite, de la fonction publique pour recruter. Et moi, j'évoque ce besoin d'argent. Pourquoi? Évidemment, les retraités qui ne partent pas dernièrement, on a observé une grève, je crois. On a vu ça. Et je parle de l'argent à rechercher. Pourquoi, M. Christian Perret? Mais regardez le cri de cœur qui est lancé par le collectif des opérateurs économiques congolais. Leurs dettes, a dit, ont été auditées. Qu'est-ce qu'on attend? Parce que nous attendons une grande partie de notre relance économique à partir de la relance des activités des opérateurs économiques. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est dire les enseignants, mais le déficit, il est de près de 20 000. Mais des enseignants. Oui, avant qu'on arrive chez les enseignants, on recherche de l'argent parce qu'il faut évidemment régler aussi le problème de nos opérateurs économiques, alors que le Congo aujourd'hui engrange beaucoup d'argent avec son pétrole, qui est passé d'ailleurs, le baril aujourd'hui, il est vendu à plus de $100. Le baril, il a même atteint, je crois, à un moment donné, $135. Et que nous savons également que le budget du Congo avait été fixé par rapport à un baril qui devrait coûter $50. Il y a quand même un gap. Alors, il y a donc beaucoup d'argent qui entre au Congo. Mais quel argent veut Anatole Collinet-Makosso pour régler un certain nombre de problèmes? J'allais dire Denis Sassou Nguesso, parce que tous, finalement, ils sont dans le même système. Quel argent veulent-ils, en fait, recherchent-ils pour régler ces problèmes? Monsieur Christian Perret, vous faites bien de poser le problème du budget, et je crois que tout le monde s'attend à un collectif. Le budget 2022 s'est élevé à 1935 milliards de francs CFA. La projection, sinon la prévision qui a été faite des recettes pétrolières est de 1084 milliards de francs CFA. Mais lorsque le ministre Jean-Richard Bruno Itoa a fait le comité de gestion pour la fixation des prix des hydrocarbures au premier trimestre, qu'est-ce qui a dit? Qu'est-ce qui est ressorti? Il est ressorti qu'au premier trimestre 2022, le prix moyen du pétrole, des hydrocarbures congolais, était de $105,7. Donc, un différentiel de $41,7 par rapport à l'hypothèse retenue de $64 dans le budget 2022. Ça fait une progression de 65%. Si cette tendance du premier trimestre était maintenue tout au long de l'année, nous ne devrions pas engranger moins de 700 milliards de francs CFA en termes d'excédent budgétaire. Maintenant, la question, et le gouvernement ne communique malheureusement pas sur ça, qui tire profit de cette situation excellente? Est-ce le Congo ou les traders à partir des préfinancements qu'ils ont organisés, etc. Et oui, mais préfinancements qui ont servi à quoi exactement? Je n'en sais rien, il faut poser la question au Premier ministre Colonel Makosso. Bon, ça va certainement servir. Vous m'avez posé la question si le Congo allait bien. J'ai vu les Congolais qui ont donné la réponse. Le Congo va mal. On a encaissé 4-0 au Mali et les femmes ont encaissé 7-0. Il faut certainement de l'argent pour avancer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le fond du problème. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est qu'il faut que le gouvernement communique sur cette situation. La tendance est excellente. C'est pour ça, M. Christian Perret, que je dis, si en plus de cette situation excellente au niveau du pétrole, nous continuons à mener des actions de lutte contre la corruption pour récupérer de l'argent, les Congolais ne seraient pas en situation difficile.
nous n'aurions pas de lendemain difficile. Regardez cette ville, regardez les immondices partout, regardez les routes, regardez les érosions, regardez au CHU. Il n'y a même pas de toilettes pour les malades. J'en souffre, M. Christian Père. On est dans un pays où on y reviendra, où d'ailleurs le litre de l'huile de cuisine est passé à 2500. C'est ce que j'ai semblé voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ah ben et on y reviendra parce que dans le même temps, on est en train de privilégier la culture du ricin au Congo-Brazzaville au lieu de privilégier une culture alimentaire. Par exemple, nous avons connu aussi Wilka au Congo. On y reviendra, mais revenons d'abord sur l'emploi parce qu'on est en train de parler de ce déficit de 20 000 enseignants au Congo-Brazzaville et des promesses qui ont été faites, mais qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais été tenues. Le Premier ministre a dit qu'il travaille là-dessus pour relancer le recrutement. Dans son message, il a dit, mais vous savez bien que ce problème poursuit le Premier ministre. Le Premier ministre a été ministre de l'enseignement primaire, secondaire, etc. Et le bilan qu'il y a laissé en termes de déficit d'enseignants est une situation extrêmement préoccupante. Je crois qu'aujourd'hui, nous devrions accorder une attention particulière à régler le problème des enseignants, avec le fait que nous avons des jeunes qui sortent tous les ans de ces écoles de formation qui malheureusement ne sont pas recrutés et qui souvent prennent des casseroles devant le ministère des Finances et devant le ministère de la fonction publique pour essayer de se... Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas être un pays pétrolier au point où nous sommes, avoir les richesses que nous sommes et sacrifier, je dis bien, M. Christian Perrin, sacrifier l'avenir du pays. Parce que si vous touchez à l'éducation et si vous ne lui accordez pas toute l'importance, qu'est-ce que vous attendez? Et dans le même temps, on parle de l'émergence du Congo. Mais comment arriver à l'émergence si on ne peut pas mettre un accent particulier sur la formation, notamment, et la recherche, bien entendu? Je crois que le Congo serait un cas vraiment particulier qui atteindrait l'émergence sans avoir la capacité de lutter contre la corruption. On ne peut pas vouloir de l'émergence et tolérer la corruption, tolérer les détournements de fonds publics, sinon déclarer qu'on ne devrait pas envoyer en prison les gens qui ont volé et qui ont détourné. C'est deux choses qui sont paradoxales. On ne va pas du tout dans le même sens. En fait, en ce qui concerne l'emploi, M. Christian Perrin, je crois qu'il faut que les Congolais sortent de cette vision. C'est vrai qu'il faut que la fonction publique agisse, mais il faut que l'État prenne les dispositions pour encourager le secteur privé, pour encourager le secteur des PME, pour encourager les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est pas gratuit. On peut, aujourd'hui, maintenant qu'il y a le pétrole, on peut ouvrir des lignes dans nos banques pour que ces banques assistent nos jeunes. Mais est-ce qu'elles existent d'abord, ces banques-là? Est-ce qu'elles existent, les banques de développement au Congo-Brazzaville? Apparemment, il n'y a que des guichets. Il y a des banques qui sont là. On peut les qualifier de développement. Il y a les banques qui sont là. Il y a la BCH, il y a la Société Générale, il y a la L. Les banques, elles sont là. Mais ce que je dis, c'est une vision volontariste du gouvernement. Et ça, parce que ne rêvons pas, M. Christian Perrin, la résolution du problème de l'emploi ne passera pas par les recrutements à la fonction publique. C'est vrai que la fonction publique en recrutera. Vous avez bien vu, vous avez rappelé, quand la Nouvelle Espérance, on avait promis recruter 42 000 jeunes par an. On en a recruté combien? Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le Premier ministre, pourquoi lorsque le Premier ministre Colline Makosso fait son bilan, pourquoi il dit qu'on a intégré quelques jeunes? Pourquoi il ne donne pas de chiffres? Il faut qu'il donne le chiffre aux Congolais pour que nous réalisons exactement entre le bruit que l'on fait et les déclarations tapageuses. Oui, ça devrait nous permettre évidemment d'évaluer aussi la déclaration de Denis Sassou Nguesso qui disait qu'il devait intégrer 2000 enseignants parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas que sont-ils devenus ces enseignants-là parce que mais je les vois de temps en temps, ils manifestent, ils sont courageux, mais le problème est loin d'être résolu. Nous avons un problème fondamental, M. Christian. C'est le problème de la transparence et de la bonne gouvernance. On a beau dire, on a créé je ne sais pas quelle structure au niveau des ministères des Finances, on a fait, mais nous avons réellement des problèmes et je crois qu'il faut que ce gouvernement
ou que les gouvernants prennent la responsabilité, qu'ils aient le courage politique de s'attaquer à un certain nombre de problèmes et que les priorités soient véritablement dégagées. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la tendance en politique, c'est quoi? Mais parce que ça a des effets sur la politique du recrutement. La tendance en politique, c'est que chaque homme politique au Congolais a découvert qu'il fallait qu'il prépare l'avenir de son enfant. Bientôt, on va voir à l'Assemblée, on aura et les pères, et les fils, et les mères, et les fils, mais ça n'arrange fondamentalement. Oui, la République des fils à papa ou des filles à maman, comme qui dirait. Donc, Alors, voilà. Monsieur Clément Mirassa, quelqu'un disait, si vous voulez tuer un pays, il suffit de tuer l'éducation et la santé. Tout à l'heure, on a abordé, mais de manière un peu survolée, la santé. J'ai insisté sur l'éducation et là, on parle d'ailleurs de ce déficit de 20 000 enseignants au Congo-Brazzaville et malgré les promesses aussi qui ont été faites, à ce jour, je crois que ça n'a pas été réalisé. Dernièrement, nous avons suivi sur les réseaux sociaux et ça se passe à la faculté des sciences et techniques de Brazzaville. On a publié, je ne sais pas, on a affiché les résultats de l'année où on se retrouve avec 14 admis sur 2500 étudiants. Nous avons essayé de réfléchir dessus, mais on s'est rendu compte, à la rigueur, c'est incroyable, c'est impensable, mais c'est une réalité. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. 14 admis, 2500 journées. Pas que quoi, nous sommes journée. Ah! Tu n'as pas ni Que pensez-vous de cette situation? Parce qu'au départ, je vous ai dit, pour tuer un pays, il suffit de tuer l'éducation et la santé. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'optique, mais finalement, de détruire le Congo-Brazzaville? Comment imaginer de tels résultats dans une faculté des sciences en plus? Nous avons toujours dit que les gouvernants ont toujours eu tort de ne pas prendre en ligne de compte les cris des cœurs des Congolais. Monsieur Christian Perrin, je vous rappelle, pas pour parler de moi, mais avec un certain nombre de frères, Mathias Nzon, Jean Ikadi, le défunt Christophe Mukwege. En 2012, nous avons tiré la sonnette d'alarme en disant que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle et qu'il fallait qu'on aille aux États généraux. Vous avez vu depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, et c'est maintenant que monsieur Elo Edson Mampuya, Maxon Mampuya, a été nommé pour préparer les États généraux. Ça ne va pas du tout. Monsieur Christian Perrin, vous ne parlez que de ce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux, où il y a eu 14 admis sur 2500. Mais vous n'avez pas vu ce qui a été mis sur, on va payer la bourse à la BCH de Talagal le 21 juillet pour le troisième trimestre 2018. Vous pensez qu'on a de la considération? Troisième trimestre 2018, j'imagine que ces étudiants-là, ils ne sont même plus à l'université alors. Nous considérons que c'est un secteur prioritaire. Et comment ces étudiants vivent? Quel est le salaire moyen d'un Congolais? Lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est directeur général, on peut se passer de beaucoup de choses. Mais quand vous avez 100 000 francs comme salaire moyen, monsieur Christian Perrin, comment vous pouvez soutenir vos enfants qui sont à l'université si ceux qui ont pu bénéficier de la bourse ne peuvent pas l'avoir régulièrement? Donc une bourse qui sera payée 4 ans après, c'est ça? 4 ans après. Le problème de l'université, il est posé régulièrement. J'entends les gens parler de droit de cuissage. J'entends les gens parler de corruption. Donc, c'est à tous les niveaux que nous avons de réels problèmes de crise de valeur, que nous avons des problèmes de société qui doivent être pris vraiment à bras le corps, que nous devons résoudre pour que nous avançons. Sinon, moi, monsieur Christian, vous dites que je suis statisticien. Mais je suis statisticien grâce à l'État congolais. Si l'État congolais ne m'avait pas donné, si je n'avais pas été interne au lycée Savorgnan de Brazza, si je n'avais pas été interne au lycée Victor Auganier, si je n'avais pas eu une bourse immédiatement après mon bac, mais je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a des familles. Ce qui est d'ailleurs valable pour tous ceux qui sont à la tête du Congo aujourd'hui. Donc, à mon avis, ce problème doit être pris très, très, très au sérieux.
Et je suis surpris, J'ai vu dans le bilan que le Premier ministre a fait, il a évoqué le fait qu'il paye régulièrement la pension. Franchement, payer régulièrement la pension. Mais ce qu'il n'a pas dit, nous avons un problème d'harmonisation du point d'indice. Parce qu'aujourd'hui, ma pension, je touche pratiquement la moitié de ce que je devrais toucher. Est-ce que c'est normal, M. Christian Perret? Et qu'on continue comme ça, pendant qu'eux, ils ont des salaires élevés, et après, on va parler de jalousie. Non, moi, je revendique ce que j'ai. Mais ce que je demande à ces gouvernants, pour les étudiants, notamment, je suppose que ça va être pris en ligne de compte avec le collectif budgétaire qui va être fait incessamment, il faut que la décision soit prise par ces gouvernants de payer la bourse des étudiants chaque mois désormais et de négocier avec les étudiants le paiement des arriérés pour lesquels, mais sinon, comment voulez-vous, vous êtes étudiant en 2022 et vous n'avez pas de bourse, vous faites comment? On lit sur les réseaux sociaux que nos filles, nos petites filles sont en train de se prostituer, que les enfants sont en train de faire des petits métiers. Comment ils vont suivre à la fois et la scolaire? Non. Et après, vous dites la jeunesse. Quelle complicité qu'il y a entre le pouvoir actuel et la jeunesse, avec tout ce que nous vivons, avec la situation. J'ai même vu, c'est dans la matinale de ce matin, une jeune fille qu'on a fait passer. C'était vraiment avec beaucoup d'émotion. Et j'ai suivi ça, M. Christian Perret, qui a interpellé les gouvernants en disant qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer le fait que dans beaucoup d'écoles, les enfants soient à même le sol dans un pays riche, mais qui en plus est un pays forestier. Donc, vous voyez que nous sommes dans la situation, mais les gens ne se préoccupent que d'une chose, leur enrichissement. Et ça, il faut reconnaître qu'ils ont peur de faire les déclarations de patrimoine parce qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ils ont peur. Mais quand il s'agit de la collectivité, alors il y a un certain nombre. Non, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Et il faut qu'on Alors, Monsieur Clément Birassa, nous allons vers la fin de notre émission. Nous allons quand même aborder. On revient donc sur les accords passés entre le Congo, Brazzaville et le Rwanda. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a commencé même à délivrer les titres fonciers, c'est cela, pour ces terres qui ont été concédées. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Voilà, et on nous dit que finalement ça va servir à la culture du ricin. Mais le ricin au Congo-Brazzaville, on se pose la question, pour quelle raison, dans un pays qui manque tout, où on sait que le Congo importe pour 700 milliards par année, pourquoi on n'a pas privilégié finalement l'agriculture, comme on le disait d'ailleurs, hein, dans son programme de toute façon. Lors de sa campagne élection présidentielle, on a entendu Denis Sassou Nguesso crier à qui voulait l'entendre, le Safou, Kwanga, surtout Kwanga, on a entendu dire ça. Et il a voulu en fait dire aux gens qu'on va mettre un accent sur l'agriculture. Et aujourd'hui, on préfère concéder ces terres aux étrangers pour la culture du ricin. Mais, Monsieur Christian Perret, essayons de revisiter notre histoire. J'étais encore sur les bancs de l'école. J'étais dans l'enseignement supérieur en France en 1973, quand il y a eu le programme triennal. Qu'est-ce qu'il y avait comme grand slogan? Agriculture, priorité des priorités. Et qu'est-ce que ça a donné? Nous importons aujourd'hui 700 milliards de produits alimentaires. On a continué. J'ai fini mes études, j'ai été l'un des artisans. Oui, on avait même dit autosuffisance alimentaire. J'en viens. J'ai fini mes études et j'ai apporté ma modeste contribution dans l'élaboration du plan quinquennal 1982-1986, qui avait pour principal objectif, il y a 40 ans aujourd'hui, Christian, qui avait pour principal objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole, avec comme secteur prioritaire l'agriculture. Où en sommes-nous? Après, on nous a dit autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Il faut reconnaître que c'est l'échec à la fois d'une vision et d'une politique. C'est l'échec d'une vision et d'une politique. Alors, il faut en tirer les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va signer avec cet accord avec les Rwandais. Je disais tantôt, vous avez vu depuis quelques jours le débat au niveau du Royaume-Uni. Vous avez vu qu'à Londres,
l'avion le charter qui devait décoller. A été même annulé, oui, oui. Combien de demandeurs d'asile, l'avion n'a pas pu décoller. Et qu'aujourd'hui, je vous ai fait état de la déclaration, sinon de l'appréciation que le prince Charles a donné de la situation de cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni en disant que c'était consternant. Et nous suivons ces derniers jours, M. Christian Pérez. Et nous avions déjà perçu cela. Nous suivons ces derniers jours ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Et nous avions très tôt critiqué le fait qu'il était inacceptable que nous nous placions en face de Kinshasa, à Maluku, des Rwandais, sous prétexte que c'est une société de droit congolais qui on veut tromper dans ce pays. Et moi, je voudrais tout dire. Oui, mais lorsqu'on parle même de la société de droit congolais, jusqu'aujourd'hui, les termes du contrat ne sont connus de personne d'autre que de ceux qui ont signé, illégalement d'ailleurs. J'en venais. Lorsque M. Anatole Koliné-Makosso a fait son émission spéciale, mais le journaliste lui a posé une question quels sont les départements dans lesquels ces Rwandais seraient installés? Alors, M. Koliné-Makosso a choisi de faire une envolée où il s'attaquait aux intellectuels, etc., pour nous embrouiller et ne pas répondre à la question. Après, comme quoi on venait de toucher la partie là, bien sûr. Et après, il prend le dossier parce que nous avions tous subi ce geste. Alors, il dit aux journalistes, mais j'ai le dossier, l'article 2 réserve l'exclusivité de l'emploi aux Congolais. Mais qui a ce document? Pourquoi ce document? Mais la question était de savoir quelles sont les terres, donc les circonscriptions qui ont été en fait réquisitionnées pour la concession. On n'a pas posé la question de savoir si cela devrait rapporter de l'emploi aux Congolais. Voilà. Et comment on va de cette question à cette réponse là, ça justifie tout. C'est là qu'on nous a embrouillé l'esprit, avec le fait qu'il y avait une société de droit congolais, avec le fait qu'il y a Oui, mais on n'a toujours jamais dit non plus le nom de cette société-là. Elle n'existe pas. On n'a jamais. Et ce qui est grave pour le pays, monsieur, ce qui est grave, c'est que des documents de ce genre ne passent pas à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Vous voyez à quel niveau nous sommes. C'est la violation flagrante de la Constitution. C'est la violation flagrante de la Constitution. Et c'est pas ça qui m'a fait sourire, monsieur Christian Pérez. Ce qui m'a fait sourire, c'est que le Sénat a interpellé le gouvernement. Et j'ai bien suivi l'interpellation du Sénat. Monsieur Christian Pérez, aucun sénateur n'a osé poser cette question. En fait, l'interpellation du Sénat ne le posait que sur une question. Mais c'est parce que c'est récurrent, ça dure, d'après ce que j'ai compris, depuis 2018, sur la crise de carburant. Vous vous rendez compte? Mais sur la situation des terres qui ont été cédées. Et c'est depuis hier que je suis sur les réseaux. Et qui risque d'ailleurs de mettre en porte-à-faux le Congo et son voisin, la RDC. Et là, les sénateurs ne... Mais les réactions en RDC sont connues. La RDC n'est pas du tout contente de ce que nous avons fait. Et je comprends mieux, monsieur Christian Pérez, quand on regarde les problèmes en termes de géopolitique. De géopolitique, oui. Et de stratégie. Je comprends mieux. Mais pourquoi c'est le président Lourenço de l'Angola qui a été pris comme médiateur dans cette histoire? Je crois que nous étions certainement mal placés avec ce que nous venions de faire pour que nous jouions la médiation. Donc, là aussi, monsieur Christian. Ça veut dire que désormais, le Congo est rangé comme étant un partenaire d'un agresseur de Kinshasa, malheureusement. Bien sûr. Avec le message, c'est clair, que le président Kagame a lancé, à savoir, il n'y a plus de négociations, nous allons aller en guerre, sauf que nous, on n'a pas d'espace. C'est lui qui le dit. Donc, quand on vient ici au Congo-Brazzaville, sans sachant qu'eux, ils n'ont pas d'espace, nous, on n'a pas d'espace, et cette guerre se déroulera
sur l'espace de la République démocratique du Congo. Parce qu'au moins, cette République a l'espace. Vous trouvez que c'est sérieux? Et après tout ce qui s'est dit, après tout ce qui s'est dit sur les chaînes internationales, après tout ce qui s'est dit au plan européen, sur l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda, je pensais que le gouvernement allait prendre l'attitude au moins de revenir sur ces accords, parce que c'est pas trop tard. Aussi longtemps que ce n'est pas passé à l'Assemblée, aussi longtemps que ce n'est pas passé au Sénat, je crois qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. Non, je crois qu'il y a un plan caché dans cette histoire. Mais nous demandons une chose. Monsieur Collinet Makosso, au lieu de brandir son fameux document devant les journalistes, qu'il ait un peu du respect pour les journalistes, parce que ce qu'il aurait dû faire, c'est remettre ce document. Et voilà pourquoi je parlais d'ailleurs d'entrée de jeu, je parlais déjà de l'arrogance et du mépris que finalement affichent aujourd'hui les membres de ce gouvernement, du Premier ministre aux autres, sinon de tout le système d'ailleurs, qui n'ont plus, je peux peut-être pas me le permettre, je préfère m'arrêter là, mais j'allais dire qu'ils n'ont plus de respect pour les Congolais, et c'est ça la vérité en fait qui se dégage. Moi, j'allais vous poser une question parce que vous êtes aussi spécialiste sur la matière. Lorsqu'on a signé ces accords entre le Congo et le Rwanda, le Rwanda plutôt a été, je crois, représenté aussi par la société Crystal Venture. Au Congo, on nous parle d'une société de droit commun que personne ne connaît encore, donc en réalité qui n'a pas encore été créée. Est-il possible de signer un accord entre deux sociétés, une déjà existante et l'autre qui n'a pas été encore créée? Pour moi, la réponse est non, monsieur. La réponse est non. Dans tous les cas, il y a… Alors, c'est de l'enfumage, finalement. Il y a tout un flou qui entoure… il y a tout un flou qui entoure ces négociations, notamment ce que dans les démarches faites par le ministère ou les départements ministériels chargés du partenariat public et privé, il faut qu'ils s'ouvrent à la transparence et à la gouvernance. Et il faut qu'ils aient du respect pour les Congolais et qu'ils sachent que les Congolais ne sont pas des enfants. Le Congo nous appartient à nous tous et nous devons être au parfum. Quand on nous donne les documents, nous aurons l'appréciation nécessaire. Et moi, je dis, finalement, Monsieur Christian Perrin, je regrette que des structures comme le Sénat, qui auraient pu jouer le rôle de contre-pouvoir, se refusent à jouer ce rôle, ne serait-ce que pour demander l'information et continuent dans cette voie. C'est une voie qui est sans issue et je crois qu'il faut que les Congolais en prennent conscience. On va terminer par une dernière question, c'est sur le choix des priorités. Tout à l'heure, on parlait donc des terres qui ont été concédées au Rwanda et dont on nous dit que ça va servir à la culture du ricin, je vous ai dit, alors que nous avons beaucoup de problèmes d'ailleurs en termes d'alimentation. Bon, voilà. Déjà, l'huile, je vous ai dit tout à l'heure, 1 litre d'huile au Congo est passé à 2500 francs CFA. C'est beaucoup d'argent lorsqu'on sait qu'il y a une bonne partie de la population, notamment 70%, je ne sais pas si cela a changé, 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors, disons son bilan, il parle aussi de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'électricité, nous savons ce qu'elle représente actuellement au Congo-Brazzaville. C'est toute une gymnastique. Et dans le même temps, nous avons suivi, sur les médias bien entendu, sur les réseaux sociaux, Denis Christian Sassou Nguesso est allé signer des accords avec le Maroc pour la fabrication des compteurs électriques. Donc, le Congo va commencer à fabriquer les compteurs électriques pour régler le problème de l'électricité. Comment comprendre cela? Est-ce que j'ai besoin d'attendre ça? Est-ce que j'ai besoin d'attendre ça? Je crois qu'il y a un problème. Je me rappelle avoir lu dans une presse sur les forages qu'on essayait de faire ici et là. J'étais surpris d'un article écrit par un journaliste
qui étaient surpris parce que ce que nous faisions coûtait 4 fois plus cher que dans les pays désertiques. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je crois, Monsieur Christian Ferrin, il faut avoir la juste analyse et la juste appréciation des choses. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On dit que les prix ont monté et depuis avril, on parle d'un plan de résilience. Et tout d'un coup, on découvre ce plan de résilience dans le troubadour. Avant que le Conseil des ministres ou le Conseil des cabinets n'ait discuté et ait tranché. L'interprétation que je me fais, c'est quoi, M. Christian Ferrin? Ce qui préoccupe ces gouvernants, ce n'est pas la situation du Congolais. Ce qui les préoccupe, c'est la gestion de cet argent pour tirer le maximum qu'ils pourront tirer sur le dos des Congolais. Et c'est pour ça que je dis, chaque fois qu'il y a des situations un peu comme celle-là, il y a des accords, il y a des... Mais M. Christel, il peut aller chercher les investisseurs, tout ça. La meilleure chose que le gouvernement congolais doit faire pour attirer les investisseurs, la meilleure chose, c'est d'abord d'améliorer son dispositif judiciaire. Parce que c'est un pays où la justice effraie tous les investisseurs du monde entier. Et si la justice continue à évoluer comme elle évolue maintenant, la plupart des investisseurs vont nous fuir. Deuxième chose, il faut améliorer le climat des affaires. Le Congo se situe au niveau du 180e rang en ce qui concerne le climat des affaires. Quel investisseur vous allez faire venir? Le Congo est parmi les pays les plus corrompus du monde. Son indice de perception de la corruption est de 21 sur 100. 21 sur 100. Donc, nous n'approchons même pas la moyenne des 50. Et le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Quel investisseur sérieux vous allez convaincre, M. Christian Ferrin? Et ensuite, puisque vous n'avez pas évoqué ça, au niveau des élections, mais j'ai bien aimé cette Africaine qui est intervenue sur TV5 pour expliquer en fait qu'au Congo, pas au Congo, mais qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Tout ce qui se passe, c'est de la mascarade et que les gouvernants ne sont pas ceux qui ont été véritablement choisis. Si nous ne remplissons pas ces conditions, et aujourd'hui, vous savez, quand je discute avec certains amis, vous savez ce qu'ils me disent? Je n'aime pas le Congo parce que je mets sur la place publique le fait qu'ils ne respectent pas. C'est eux qui ne respectent pas les lois et ils aiment le Congo. Et moi qui les dénonce pour qu'ils rentrent dans les rangs, je n'aime pas le pays. C'est la logique de Denis Christel Sassou Nguesso d'ailleurs qui dit que les Congolais de la diaspora passent leur temps à critiquer le Congo. Et ensuite, quand les gouvernants, les membres du gouvernement peuvent passer pour faire des déclarations. La première faite par Denis Christel Sassou Nguesso, à savoir que les Congolais ont tort de penser que ceux qui ont volé ou détourné se retrouvent en prison. Mais écoutez, M. Christian Ferrin, n'importe qui au monde entier, écoutez cette délégation. Mais elle effraie tout, elle va effrayer tous les investisseurs potentiels. Maintenant, par la suite, lorsque Jean-Richard Brunet déclare Tokoti Kate, nous y sommes, nous les serons. Et il dit tant qu'ils n'ont pas fini de développer le Congo, mais vous ne développerez pas le Congo si vous n'êtes pas capable de lutter contre la corruption, si vous n'êtes pas capable de lutter contre des détournements de fonds, si vous ne pouvez pas aller à la répartition équitable de la richesse nationale, vous allez développer quel pays? Et en plus, maintenant que j'ai ajouté et que tout le monde sait, ils sont incapables de déclarer clairement leur patrimoine. Ça veut dire qu'ils reconnaissent, les gouvernants, les acteurs politiques, reconnaissent qu'ils se sont enrichis de façon illicite. Vous allez attirer quel investisseur, M. Christian Ferrin? À qui vous faites confiance? Vous-même, quand vous réfléchissez, à qui vous faites confiance? Tant que le tableau est celui-là. Vous dites vous-même que les difficultés de l'heure ne doivent pas vous amener à choisir le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Et tout le monde découvre que vous êtes dans l'anticonstitutionnalité. Qui va avoir confiance en vous?
N'oubliez pas, M. Christian Perrin, que le Fonds monétaire nous avait révélé, lorsque nous nous battions pour avoir le programme, que nous avions caché une partie importante de la dette. Oui. Aujourd'hui, avec la déclaration de patrimoine, on se rend compte que nous cachons une partie importante de la richesse nationale et nous allons au Fonds monétaire pour dire, le Fonds monétaire va nous donner combien? 455 millions de dollars. Ça fait combien, M. Christian Perrin? Un peu plus de 200 quelques milliards sur 3 ans. Alors que la route... 200 milliards sur 3 ans, alors que nous brûlons 700 milliards. La route de 137 km pour laquelle les fonds ont disparu, écoutez, elle aurait pu régler. Donc, il faut que les gouvernants eux-mêmes se basent sur quelque chose de précis, sur quelque chose d'important en la matière, c'est l'exemplarité. Et si nous n'avons... Regardez, vous n'avez pas évoqué le problème. Comment on se sent au Congo après la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine sur les modifications de constitution? Maintenant qu'on se rend compte que c'est antidémocratique, que c'est anticonstitutionnel, maintenant qu'on se rend compte que c'est ça qui est à la base des coups d'État militaires qui sont appréciés par les populations. Nous nous sentons comme en tant que Congolais, mais on nous juge sur tout ça. On nous juge sur tout ça. Regardez surtout que nous avons été le premier pays à ouvrir le bal de ces 3e mandats, malheureusement. Donc voilà, M. Christian Perrin, je crois qu'il faut une chose, c'est l'amour du pays, c'est l'amour du prochain. Si nous n'avons pas l'amour du pays, si nous n'avons pas l'amour du prochain, nous ne développerons jamais ce pays. Voilà, tout est dit. Il faut donc le patriotisme pour développer le pays. Sinon, peine perdue. Merci, monsieur Clément Mirassa, d'avoir été avec nous. Mais en tout cas, merci d'abord de votre disponibilité et d'avoir répondu à toutes nos questions. Comme d'habitude, nous reviendrons vers vous lorsqu'il s'agira d'autres questions. Pourquoi pas décrypter toujours l'actualité de notre pays, j'allais dire, du Congo-Brazzaville. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Teler TV, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Mais aussi, n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être prévenu de toutes nos productions prochaines. Merci et on se retrouve très bientôt.